Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 300, c'est votre heure, évidemment, jusqu'à 10h. Nous sommes ensemble, vous appelez, vous réagissez, vous avez voté dimanche dernier, vous allez voter dimanche prochain. Comment regardez-vous cette situation politique, les interventions des uns et des autres? Et nous aurons deux experts, deux personnalités du monde politique, pas du monde politique politicien, du monde politique parce que ce sont deux observateurs avisés par ordre alphabétique. Brice Couturier, qui est journaliste, essayiste, auteur de OK Millennials aux éditions de l'Observatoire et auteur également d'une chronique quotidienne pour Le Point, oui, que je lis régulièrement, Nos élections vues de l'étranger. Brice Couturier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Auteur aussi de Macron, un président philosophe. Ah, ça c'est... Aucun de ces mots n'est le fruit du hasard. Aucun de ces actes n'est le fruit du hasard. C'est une autre question que l'on pourrait poser. Hein? Bien, aux éditions de l'Observatoire. Alors, nous avons avec nous également Stéphane Fournier, qui est analyste chez Cluster 17. Cluster 17, c'est un institut de sondage, enfin, plus que de sondage. Hein. Vous observez, vous étudiez l'opinion publique. Sondage et d'analyse. Et d'analyse. Voilà. Doctorant en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Et puis, nous avons avec nous, évidemment, Maxime Trouleau. Bonjour, Maxime, je voudrais d'abord, avant de plonger dans la politique, oui, je voudrais que nous revenions sur les dernières informations concernant la mort de Naël. Oui. Expliquez-nous quelles sont les infos qui viennent d'être révélées. Oui, un rapport qui est révélé par nos confrères de BFM TV, qui date du mois de mai, sur la toujours question de la légitime défense de ce policier qui a tiré mortellement sur le jeune Naël. C'était il y a 1 an désormais. Alors, si on croit ce rapport, on pourrait penser que finalement le véhicule qui a été redémarré par le jeune homme n'allait pas dans la direction du fonctionnaire de police au moment du tir. Donc, selon ce rapport, le policier n'était pas dans une situation de danger imminent. En tout cas, c'est ce que se dit ce rapport. Donc, il a, si j'ai bien compris, Naël a redémarré la voiture volontairement, oui, et le policier n'était pas sur la trajectoire du véhicule, c'est ce que dit le rapport. Mais pouvait donc se sentir en danger puisque c'est bien Naël qui a redémarré la voiture volontairement. Et puis il y avait là une question aussi de est-ce que le policier a tapé avec ses poings par exemple sur le visage de Naël. Apparemment, selon le rapport, non, il n'y aurait aucune fracture, pas de coup en tout cas sur le visage de Naël. Rappelons que le policier en question est toujours mis en examen pour homicide volontaire. Bien. Maintenant, passons à la politique. Oui. Alors, quelles sont les dernières informations? D'abord, il y a eu cette agression dont a été victime Prisca Thévenot. Alors, il y a cette agression... Et sa suppléante. Absolument, qui date de hier soir, 20h, du côté de Meudon, dans cette circonscription des Hauts-de-Seine. Rappelons que Prisca Thévenot est députée sortante, qu'elle est arrivée première au premier tour dimanche dernier. Une quinzaine ou une vingtaine d'individus se seraient pris à ce groupe lors d'un tractage, un affichage, avant donc ces élections de dimanche. Prisca Thévenot, elle, n'est pas touchée physiquement, mais c'est le cas malheureusement de sa suppléante et d'un militant. Elle a reçu, Prisca Thévenot, le soutien de son adversaire, la socialiste Salomé Nicolas Chavanche. Rappelons aussi que la candidate RN, cette fois-ci en Savoie, Marie Dauchy, elle aussi a été violemment agressée sur le marché de la Rochette. Elle a eu 8 jours d'ITT selon RN. Bien, il est 9h10. Nous engageons notre débat. Vous êtes avec nous, évidemment, et je vais prendre très rapidement Dominique, puis Pascal, puis Alexis qui ont déjà appelé. Mais allez-y, 0826 300 300, participez à cette émission jusqu'à 10h. Je vais conseiller tous les deux. Je remarque qu'il n'y a pratiquement pas de sondage entre ces deux tours de législatives, notamment sur les projections en siège, parce que ça paraît bien difficile. Brice Couturier. Oui, c'est presque impossible, puisqu'on est dans une situation étrange où un certain nombre de triangulaires escomptés à la suite du premier tour ont disparu en réalité, puisque environ 200 de ces triangulaires ont été annulés par retrait d'un candidat qui pense ainsi éviter une majorité du Rassemblement national. Donc les projections sont pratiquement impossibles, sans compter qu'on ne sait pas quels effets vont avoir sur l'opinion les retraits en question. Et les électeurs ne sont plus les propriété des partis politiques, et comme le disait Attal, le Premier ministre sortant hier soir sur CNews,
sur BFM. Pardon, sur BFM. Oui. Sur BFM, les électeurs ne répondent pas nécessairement aux injonctions que leur donne le parti pour lequel ils ont voté au premier tour. C'est fini, ça. C'est fini. C'était une autre époque. Oui, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de fidélité non plus. Vous vous souvenez, on a le même âge à peu près. Oui. L'époque où on était de droite de père en fils et de gauche également, de mère en fille. C'est terminé, ça. Les électeurs sont flottants, ils sont indéterminés et Dieu sait. Personne ne sait quel effet aura sur l'électorat le retrait en question, le barrage. Après la gauche Castor qui faisait des barrages, maintenant on a une droite et une gauche et un centre Castor qui aussi font des barrages. On ne sait pas si ces barrages vont tenir ou s'ils vont pas au contraire renforcer le courant. Stéphane Fournier, vous avez la même analyse ? Globalement, en tout cas sur la désaffiliation partisane, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, les électeurs ne s'identifient plus à un parti comme la génération des baby-boomers pouvait le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous votiez socialiste, vous votiez RPR et vous votiez toute votre vie pour le même parti. Oui. En effet, aujourd'hui, ça a complètement changé, notamment chez les jeunes générations, chez les moins de 40 ans. Une énorme majorité des électeurs ne s'identifient à aucun parti. Ensuite, effectivement, la difficulté à sonder, elle est bien présente. Vous-même, vous n'avez pas organisé de projection siège. On va en faire une, on va en sortir une vendredi, mais on est patient, on est prudent, effectivement, parce qu'il faut l'être. Vous avez des premiers indices ? On a des premiers indices et il y a qui donnent quand même, il y a des effets du Front républicain sur l'électorat. C'est-à-dire que l'électorat de gauche se reporte très bien sur les candidatures de Ensemble pour la République, de la majorité présidentielle. Ça, c'est une surprise parce que on le pensait pas au départ. Hein. Il y avait une forte abstention. Nous, on a testé tout au long du premier tour les potentiels reports de voix au second tour. Effectivement, les électeurs de gauche, dans les cas de figure d'un candidat majorité présidentielle contre un candidat Rassemblement National, s'abstenaient à plus de 50%. Oui. Cette abstention s'est réduite de manière drastique au profit des candidats de la majorité présidentielle. Vice-versa, les électeurs de la majorité présidentielle se reportent de mieux en mieux sur les candidats du nouveau Front populaire quand ils font face... Y compris LFI ? C'est tout l'enjeu, c'est une des difficultés qu'ont les sondeurs, c'est-à-dire que il y aura, je crois, 50 duels Rassemblement National, LFI, j'ai plus le nombre exact. Et donc là, effectivement, dans ces cas de figure-là, le comportement, à mon avis, des électeurs centristes va être très différent que si c'était un électeur socialiste. C'est ce qu'on repère. Mais c'est ce que vous repérez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il n'y aura pas de majorité, parce que le RN, évidemment, cherche une majorité absolue. La gauche, Jean-Luc Mélenchon nous répète qu'il aura une majorité absolue, ce qui est impossible. Hein ? Impossible. Absolument impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de majorité absolue dimanche soir ? La plus forte probabilité, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Brice Couturier, vous êtes... Ah oui, j'en suis persuadé aussi. Persuadé ? Pourquoi est-ce que vous en êtes persuadés tous les deux ? C'est ce que... Oui. Le système français, celui que De Gaulle a décidé, le scrutin majoritaire à 2 tours, il était destiné à favoriser 2 blocs de gauche et de droite face à face, rivalisant pour le pouvoir. Macron a compris que ce système était en bout de course et il a imaginé un grand bloc centriste à la Juppé, c'est-à-dire la fameuse omelette dont on coupe les 2 bouts et il reste l'essentiel. Ça a fonctionné pendant une majorité, pendant un quinquennat. Manifestement, ça n'a pas fonctionné pendant le 2e quinquennat, parce que progressivement, vous avez une hystérisation du débat, une radicalisation, une polarisation comme aux États-Unis, comme dans de très nombreux autres pays. La gauche est devenue de plus en plus à gauche et la droite de plus en plus à droite. Donc, on est dans une situation, au contraire, avec 3 blocs. Et 3 blocs qui sont pas d'égale importance, puisque le RN est légèrement au-dessus des autres avec 33%, la gauche 28% et la majorité, ex-majorité avec 22%. Donc on voit bien que c'est pas la même. Mais enfin, ces 3 blocs, l'histoire maintenant, c'est comment on va arriver à faire un gouvernement avec le bloc central, parce qu'il est indispensable, on voit mal l'extrême droite et la gauche, et gauche comprise, extrême gauche comprise, travailler ensemble. Pas d'alliés. Donc effectivement, le bloc central va être le faiseur de roi, et il va s'allier, visiblement, plutôt avec la gauche qu'avec l'extrême droite. Une gauche hors LFI. Ah oui. Emmanuel Macron l'a encore répété, une gauche hors LFI.
Vous avez vu qu'au sein de la majorité, il y a des tensions, puisque vous avez à la fois Édouard Philippe qui dit moi, en aucun cas, j'accepterai, et puis Darmanin qui dit... Il vote communiste quand même, Édouard Philippe. Oui, ça c'est quand même assez amusant, c'est son ancien rival au Havre, donc on est quand même dans une situation un peu étrange. Non, c'est bien gentil, le barrage anti-RN, le tous contre un, c'est dangereux parce que ça peut provoquer l'effet exactement inverse de l'électorat qui se dit on se moque de nous, quoi. Bien sûr. Vous voulez ajouter quelque chose ? Sinon, je prends Dominique, là. Non, effectivement. Je pense, pour nuancer, que ensemble, les députés de la majorité actuelle vont être plus que des faiseurs de roi. Potentiellement, dans une coalition, ils ont le plus gros groupe. Il faut bien se rendre compte, puisque le bloc de gauche n'est pas homogène, on a des preuves tous les jours, et la droite, les Républicains vont garder 40, 50 députés. Si bien que le bloc central, pour le coup, qui lui est beaucoup plus homogène, va finalement, paradoxalement, peut-être dans une future majorité large, sans majorité. Tout dépend s'ils arrivent à créer une coalition avec les partis de gauche non LFI et les Républicains. Il y a des cas de figure où c'est tout à fait possible qu'il y ait une majorité sans LFI ni le RN. Ah bon, aussi, ça c'est possible. C'est un cas de figure possible. On va prendre Dominique qui est à Bordeaux. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, ça va Dominique. Dans votre circonscription au second tour, il y a un candidat écologiste, NFP, face à un candidat de la majorité. Pour qui allez-vous voter, Dominique ? Alors moi, je vais voter comme au premier tour pour l'écologie. Parce que, si vous voulez, vu toutes les dégradations que la Terre subit, il est important qu'on travaille l'écologie, on ne la travaille pas assez. Pour notre avenir, pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Est-ce que je peux vous dire... Alors Jean-Jacques... Allez-y. Plus de 15 ans que je vous écoute et j'ai jamais eu l'occasion de vous appeler, malgré l'envie 300 ou 400 fois de vous appeler. Donc là, j'en profite parce que je commence à lever les pieds au niveau du travail. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous parler. Alors, je vous en prie. Il y a deux choses quand même que j'entends sur les radios. C'est l'entière responsabilité de Macron qui a fait un quinquennat et 2 ans par rapport à la situation actuelle. Et il faut quand même avoir l'histoire en tête. C'est-à-dire que moi, je me rappelle dans les milieux des années 95, tous les hommes politiques ont été responsables de là où on en est aujourd'hui. Ils ont fermé les petites maternités dans les campagnes, ils ont fermé les petites urgences dans les campagnes, ils ont fermé les postes. Et tout ça, ça fait que les gens des campagnes, ils en ont marre parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas arriver à fonctionner. Ils sont obligés de faire 60 km pour accoucher, ou quand il y a des urgences, il y a des gens qui meurent dans le transport, durant le transport et autres. Après, je parle pas de l'aspect financier. Et après, j'ai entendu aussi l'opposition entre les bobos de la ville et puis les gens qui votent Rassemblement National dans les campagnes, qu'on n'écouterait pas et qui amènerait, si vous voulez, une guerre civile. Alors bon, moi j'ai des copains et un ami qui vote Rassemblement National. La guerre civile, elle se passera comme d'habitude autour d'un repas, quoi. On n'est pas des sauvages. Et si vous voulez, on n'est pas des sauvages quand même. On peut parler, ça me fait plaisir d'entendre ça, Dominique. Vous n'imaginez même pas. Ça me fait plaisir. Oui, parce que quand même, la colère, c'est. Moi, je suis. La raison doit toujours l'emporter sur la passion et sur la colère. Oui, effectivement. Et le plaisir de vivre quand on peut vivre correctement. Oui, et puis après, il parle d'opposition des bobos de la ville. Moi, je suis quelqu'un qui vit en ville, à Bordeaux, et je souffre aussi de la fermeture de postes. Récemment, il y a 3 mois, ils ont fermé la poste de quartier. Quand on veut aller dans les services publics, c'est toujours plus compliqué. Quand on va à l'hôpital, c'est aussi plus compliqué. On en souffre aussi, si vous voulez. Sans parler du prix de l'immobilier, pour les gens, c'est complètement catastrophique. Donc voilà, quoi. Moi, je vais donc voter écolo. Bon, merci Dominique. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Ça me fait plaisir. Merci vraiment. Il est 9h20. Une petite pause de pub et nous revenons. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. 9h24, 0826 300 300, vous appelez. Pascal nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes de sensibilité LR. Pascal, je ne trahis rien en disant cela. Vous ne traduisez rien, vous pouvez dire de droite, LR. Je ne suis plus encartée, après avoir commencé par le plus vieux parti de France, que certains reconnaîtront. Oui. Voilà.
Mais en revanche, je suis élu. Donc, j'ai un petit devoir, pas de réserve, mais de discrétion, on va dire. Mais j'ai peut-être aussi une sorte d'analyse, puisque je vois les bureaux de vote. Mais je vous écoute. Alors, justement, vous voyez les bureaux de vote. Dans votre circonscription, le candidat LR s'est retiré. Donc, vous devez choisir. Vous allez aller voter. Pardon ? Il ne s'est pas retiré. Nous n'avons pas eu de candidat LR. D'accord. Ah, pardon. Nous n'avons pas eu de candidat LR, et pour tout vous dire, dans le Val-de-Marne, il y a eu au premier tour 3 candidats LR, dont un qui a le soutien d'Horizon, mais qui est LR, un autre qui est le député sortant, puisque nous n'avions plus qu'un député LR après le raz-de-marée de 2022, et un troisième, primo arrivant si je peux dire, qui a dû aussi un petit peu faire des pieds et des mains, mais à Créteil, pour tout vous dire, il savait très bien qu'il n'avait pas de chance. Et donc au second tour, la voix du LR. Et au second tour, nous avons une triangulaire avec le député sortant Renaissance, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, Ensemble je crois, donc le député Macron, député sortant, un candidat communiste issu de Champigny, puisque je suis dans la 5e circonscription qui a cette particularité d'avoir un bout de Champigny, relativement connu je pense des politologues, et donc une RN. Voilà. Donc les scores sont les suivants. Hein. Le sortant, Macron 38,52%, le communiste 37,27% et le RN 20,40%. Voilà, j'ai pas besoin de vous dire, moi je vais surtout voter contre le communiste, puisque nous avons été le dernier département français à avoir un conseil départemental. Vous allez voter Renaissance, donc, si j'ai bien compris. Je vais coter, Renaissance ou Ensemble, plus exactement. Ou Ensemble, oui. Voilà. Surtout pour effectivement faire barrage, parce qu'on ne veut plus de députés, on ne veut plus de je comprends. Avec LFI derrière surtout. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir la montée qu'ils ne voient pas à Paris. En 2022, dans le bureau de vote, on a vu arriver. J'ai un bureau qui est assez intermédiaire. Allez-y, Pascal, un peu court, s'il vous plaît, parce que le temps presse. Non, j'ai vu arriver la nouvelle population, si vous voulez. On savait très bien, et on a vu au résultat que c'était Mélenchon. Au deuxième tour, ils arrivaient tous, il fallait voter Macron. Voilà. Et là, j'ai encore vu dimanche dernier dans mon bureau, et pour les européennes, des jeunes qui arrivent, des gens qui arrivent, ils ne savent pas voter. C'est-à-dire ils ne savent pas, ils arrivent, ils sont là parce qu'on leur a dit, on est allé on rabat. Personne ne va là-haut, un petit peu dans les quartiers entre guillemets. Le Parti communiste fait au Bois-l'Abbé, par exemple, une grande fête populaire vendredi. Il n'y a qu'eux qui savent leur parler. Nous, sinon, les autres, qu'est-ce qu'on est ? On est des guichets pour ces gens-là. Il ne faut pas s'étonner, au bout d'un moment, que Mélenchon parle plus fort que les autres pour ce qui est du guichet distributeur. Je comprends. Voilà, merci Pascal, je comprends. C'est intéressant ce que dit Pascal. Ce vote populaire, ce vote dans ces quartiers populaires, là, l'un des quartiers de la circonscription dans laquelle elle est. Champigny, c'est un territoire historiquement connoté, puisque c'était la ville de Georges Marchais. Oui. Mais effectivement, l'Île-de-France aujourd'hui, elle redevient rouge, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous regardez les députés élus au premier tour, j'ai regardé hier soir, sur les 32 députés Front Populaire élus au premier tour, 24 sont élus à Paris ou en Île-de-France. Oui. Donc, effectivement, dans ces quartiers-là, il y a une majorité. Il y a une majorité sociale qui fait une majorité politique. Mais il y a une majorité. Vous avez raison. La gauche fait de gros scores dans le pourtour. Mais elle fait de gros scores aussi à Paris. Oui. À Paris, où pour vivre à Paris, il faut avoir les moyens de vivre à Paris. Alors, il y a Brice Couturier. Comment explique-t-on cela, d'ailleurs ? Parce que le vote de classe s'est renversé. Les marxistes avaient tout faux. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les ouvriers et les employés qui votent pour le Rassemblement national à l'extrême droite, alors que les bobos, les diplômés, les cadres supérieurs votent à gauche. Ça correspond aussi. Alors, moi, vous savez, je travaillais depuis longtemps à France Culture sur ce qui se passe à
l'étranger. Et moi j'ai remarqué un géographe, parce que je pense qu'il faut de moins en moins écouter les sociologues et de plus en plus écouter les géographes quand on veut comprendre la politique. C'est vrai. Et j'ai remarqué un type qui s'appelle Joel Kotkin aux États-Unis qui nous expliquait pourquoi Trump avait gagné aux élections de 2016. Il avait regardé les cartes comté par comté aux États-Unis. Il s'apercevait d'une chose très troublante qu'on est en train de redécouvrir exactement là maintenant en France. Les grandes métropoles connectées à la mondialisation, où vous avez les vainqueurs de la mondialisation, les gens qui ont bénéficié de la mondialisation, votent à gauche. Ils sont démocrates aux États-Unis, et ici ils votent socialistes ou même LFI. Par contre, plus vous vous éloignez, il avait montré ça avec le cas de Chicago. Plus à Chicago, on vote démocrate. Plus vous éloignez de Chicago dans l'Illinois, et plus on vote républicain. Et dans les plus petites villes, dans les petites campagnes, dans les small towns, où les gens ont le sentiment d'être des relégués, d'être absents de la mondialisation, d'être les grands perdants de la mondialisation, on vote à l'extrême droite. On vote Trump, et ici on vote de Rassemblement National. Et c'est ça le vrai clivage aujourd'hui. On le voyait bien avec votre interlocutrice au téléphone tout à l'heure. Elle vous disait, nous dans notre coin, on n'a plus rien, les services publics s'en vont, et je parle pas encore des déserts médicaux. Donc vous avez toute une France qui est vraiment à l'abandon, qui voit ses niveaux de vie dégringoler, qui voit ses modes de vie menacés par l'islamisation rampante des quartiers, qui sont pas chez eux. C'est ça qui est troublant. C'est que ceux qui vivent à proximité des immigrés, ils sont pas anti-immigrés, eux. Ils vivent avec, ils ont l'habitude. Mais quand vous éloignez légèrement, quand vous passez par-dessus les banlieues immigrées, les fameux quartiers, et que vous allez dans les petites villes où les gens ont le sentiment d'être relégués, là vous avez un fort sentiment d'inquiétude. De voir justement des immigrés arriver dans leur quartier et puis il y a une insécurité qu'ils connaissaient pas. Dans leur ville ou village. Dans les campagnes, on vole en permanence dans les fermes. Les paysans sont furieux et ils ont le sentiment que la police ne peut plus rien et qu'ils sont débordés et qu'ils sont abandonnés tout simplement. Oui, ce sont des raisons de vie quotidienne, si je puis dire. C'est clair. Il y a des raisons de vie quotidienne, mais pas que. C'est-à-dire que non, pas que. Il n'y a pas forcément de corrélation entre ce que vous vivez et ce que vous pensez. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Effectivement, en ruralité, globalement. Alors, l'inverse est plus vrai. C'est plus en ville qu'il y a un survote de gauche qu'en ruralité où il y aurait un survote RN. C'est pas totalement vrai quand on regarde dans le détail. Les votes sont assez hétérogènes. Par contre, il y a des zones de concentration très fortes, effectivement. Tout dépend de la ruralité. Exactement. Il y a plusieurs ruralités, en réalité. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs périodes. C'est vrai que la ruralité du Massif Central vote beaucoup moins RN que la ruralité de Picardie. Dans l'Ariège, vous avez une députée LFI qui a été EPS, qui a été élue au premier tour. Jusqu'ici, vous aviez 3 députés de Haute-Vienne qui étaient insoumis, je crois, ou qui étaient de gauche, en tout cas. Enfin, vous voyez, donc les territoires sont en réalité très différents. Mais globalement, c'est surtout qu'il y a un sous-vote effectivement RN et un sous-vote populaire en faveur du RN en ville. C'est surtout ça le principal clivage géographique qu'on observe. Bien, 9h33, Alexis, qui est en Normandie, sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons prendre Alexis. 0826 300 300. Alexis est en Normandie. Bonjour Alexis. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous allez bien Alexis? Ça va, ça va. Bon, vous avez voté RN au premier tour, dans votre circonscription. Il y a 2 candidats, c'est un face-à-face ou une triangulaire au second tour? C'est un face-à-face vers chez moi. C'est un face-à-face entre qui et qui? Entre un RN et un candidat... Pardon? Un candidat RN et un candidat Horizon. Et une candidate Horizon, c'est ça? Une candidate Horizon, pardon. Voilà. Donc, c'est serré ou pas très serré? Vous savez pas. Non, le RN est à 45% et Horizon à 34%. Oui. Bien. Alexis, vous allez voter RN au second tour? Oui. Bien. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire ce matin? J'avais envie de dire que... comme j'étais venu la première fois, ce que j'avais dit, c'est réalisé. C'était un peu vrai quand même, c'est qu'on a bien vu que dans les grandes villes, c'était plus à gauche et dans les campagnes, un peu plus à droite. Oui. Donc forcément, entre les 2 tours, on a encore bien vu que la gauche essaye de se rallier à la Macronie, ce qui est un peu dégueulasse. On a quand même l'impression de se faire voler les élections. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la politique, c'est comme ça. La gauche hors LFI, parce que Mélenchon veut rien du tout, lui.
Il veut aucune alliance, il n'a pas intérêt. Il a pas d'intérêt, mais je pense que ça l'arrangerait un peu quand même. Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Mélenchon ne peut absolument pas participer à une quelconque coalition, non, Brice Couturier? Non, ils ont dit d'avance que c'était tout leur programme ou rien du tout. Donc c'est difficilement acceptable pour la Macronie. Il n'y a pas intérêt, pourquoi? Il n'y a pas intérêt, c'est beaucoup plus confortable d'être dans l'opposition que d'aller se mêler dans une coalition hétéroclite dans laquelle il ne pourra pas appliquer son programme et dans laquelle il ne pourra pas satisfaire du coup son noyau dur électoral. Bon, oublions Mélenchon, Alexis. Il y a quand même pas mal de députés du Nouveau Front Populaire qui se désistent pour... moi, je vois, par exemple, de ce que j'ai vu, un candidat du Nouveau Front Populaire s'est désisté face à Madame Borne. Alors, il faut expliquer. Alors, justement, je comprends Alexis. Oui. Parce que il est perturbé. Il a d'un côté Mélenchon qui lui dit « Ah non, mais moi, jamais je n'irai participer à une quelconque coalition », et d'un autre côté, des députés LFI qui se désistent. Par exemple, qui se désistent dans la circonscription d'Elisabeth Borne. Brice Couturier, moi je me mets à la place d'Alexis, comprend pas. Oui, il y a, dans une certaine mesure, c'est un déni de démocratie. Ils ont pas tort, les électeurs du Rassemblement national. Si vous voulez, l'idée du cordon sanitaire qui va de l'extrême gauche au centre droit, c'est un peu choquant. C'est le système tous contre un. Bon, non quoi, comme on le disait tout à l'heure pendant la première partie de cette émission, on est passé d'un système bipolaire à un système tripolaire. Dans ce système tripolaire, entre parenthèses, on entendait tout à l'heure votre auditrice du LR être très embêtée parce qu'effectivement, il n'y a plus de place. Ils sont coincés, ils se retrouvent bizarrement dans le bloc central alors qu'ils étaient encore la droite d'alternance il y a encore 7 ans. Donc il y a un vrai problème. Mais c'est vrai que le système tous contre un a l'air de mettre... Enfin, si c'est ça, c'est aussi parce que pour la plupart des autres partis politiques, le Rassemblement national apparaît comme un parti non indigne de gouverner. Un parti qui est quand même lié à la Russie, un parti qui vient de l'extrême droite la plus radicale, qui a été créé par des gens qui étaient mouillé avec le régime de Vichy, tout ça sent assez mauvais et on comprend que malgré la tentative de neutralisation de cette d'origine par Marine Le Pen qui est relativement aboutie. Oui, mais demandons à Alexis, finalement que le parti soit soutenu par Poutine ou ça vous importe ou pas? Mais est-ce que je demande à LFI qui soutient le Hamas? Ouais. C'est pas faux. Vous avez raison. Mais vous avez raison. C'est pour ça que je vous pose la question, Alexis. Ah oui. Il y a un moment où tout le monde a cette heure et on voit encore Monsieur Dominique Strauss-Kahn, qui vient au secours du Nouveau Front Populaire. Donc, je vois qui est-ce qu'on a vu dimanche soir avec Monsieur Mélenchon à la télé après Monsieur Bompard, qui est un candidat que je trouve plutôt bon. Mettons Bompard en avant. Mais à côté, il y avait Madame Arima Hassan, avec tout le respect que j'ai pour cette dame, d'accord. Mais elle a quand même tenu des propos ultra antisémites et cette semaine sur Twitter, elle nous a quand même bien descendu en nous en passant pour des blancs vus, les blancs. Elle a bien dit ça, les blancs. Oui, non, mais Alexis, il y a un rejet extrêmement fort de Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'un côté il a ses adeptes. Volontairement, j'emploie le mot adepte. Volontairement. Il a ses adeptes qui sont autour de lui et il y a un rejet extrêmement fort de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a un noyau dur électoral qui est solide et qui le renouvelle générationnellement, finalement, presque d'élection en élection. C'est-à-dire que via des mobilisations populaires, en l'occurrence là, les mobilisations qui ont eu lieu dans les facs à Sciences Po en faveur de Gaza, il a permis de recréer encore un noyau dur militant, etc. Et en parallèle, effectivement, y compris dans une partie de la gauche et de la gauche modérée, il y a un rejet extrêmement fort de ces prises de position qui sont jugées évidemment trop clivantes, trop à gauche, trop radicales, etc. Mais Brice Couturier ? Oui, c'est le candidat du communautarisme, Mélenchon. Il est clair qu'il a compris qu'il y avait dans la population immigrée... Vous voyez, on a deux sortes d'immigrés en France. Des immigrés qui sont ici parce qu'ils ont fui l'islamisme dans leur pays et des immigrés qui veulent nous imposer de l'islamisme dans notre pays. Il y a un conflit entre les deux, évidemment, et Mélenchon a choisi clairement les seconds, ceux qui veulent nous islamiser. D'où les drapeaux palestiniens qui flottent dans les défilés d'LFI. Et évidemment, pour nous, républicains, je veux dire, le socle dur de ce pays qui considérons que la citoyenneté va au-delà des appartenances communautaires et religieuses, c'est un scandale, évidemment. C'est pour ça qu'il y a effectivement un double rejet. Un rejet du Rassemblement national
en raison de ses origines et de ses liens avec Moscou, et un rejet de la France insoumise, parce qu'effectivement c'est un parti qui mise sur le communautarisme, qui vise à nous diviser et qui vise à libaniser le pays, avec les résultats qu'on connaît quand on connaît un peu l'histoire du Liban. Alexis, vous voulez ajouter quelque chose ? J'aimerais ajouter une petite imagerie que mon grand-père m'a fait parvenir cette semaine, que j'ai trouvé assez rigolote. Il entendait des gens parler en disant que les campagnes votaient Rassemblement National parce qu'ils avaient peur que leur campagne devienne aussi saccagée que les villes. Et il a imagé, il m'a dit, petit gars, quand il y a une voiture qui te fonce dessus, tu te décales ou tu le laisses te percuter. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Non, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La crainte. Alors, Alexis, il y a ville et ville, hein, il y a situation et situation, hein, on est bien d'accord, hein. Évidemment. Tout n'est pas toujours, comme toujours, blanc ou noir ou blanc. Hein, Faut pas partir non plus dans des extrémités, à partir sur forcément les villes c'est mal, la campagne c'est mieux. Non. Oui. J'habite juste à côté du Havre. C'est vrai que le Havre, depuis quelques années, on n'y va plus trop, quoi. Oui. Chez Monsieur Philippe. Oui. Bien, merci Alexis. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Alors maintenant, bien, il est 9h44. Maintenant, que peut-il se passer ? On va en parler juste après la pub. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h47. Sondage IFOP fiducial pour LCI et le Figaro Sud Radio. Question, qui selon vous ferait un bon Premier ministre ? C'est un sondage qui est sorti hier. En tête, Gabriel Attal, pour 48% des Français, devant Jordan Bardella, 45, Raphaël Glucksmann, 39, Xavier Bertrand, 38, François Ruffin, 33. Est-ce que vous êtes surpris ? Dites-moi un peu. Non, pas tellement, parce que ça correspond en partie à la tripartition de l'espace politique aussi. C'est-à-dire que chaque espace politique a un leader qui est bien défini. En l'occurrence, vous les avez cités. Et effectivement, Gabriel Attal et Jordan Bardella aujourd'hui se sont imposés comme des leaders nationaux très forts, et ils ont saturé l'espace médiatique en plus, donc popularité. François Ruffin qui lui a dit qu'il quitterait la France Insoumise, qu'il ne siégerait pas avec la France Insoumise s'il était élu lundi prochain à l'Assemblée nationale, ce qui est un séisme quand même au sein de la France Insoumise. Oui, Brice Couturier. Bah oui, parce qu'à la France Insoumise, en fait, vous aviez deux lignes, une ligne communautariste telle que je décrivais tout à l'heure, qui est une ligne woke, quoi, et vous avez une ligne traditionnelle, celle de la lutte des classes. Vous avez la lutte des ethnies et des communautés dans le cas de la majorité de la France Insoumise derrière Mélenchon, et vous aviez quand même une minorité d'LFI qui reste sur les positions en fait marxistes du Parti communiste d'autrefois, qui est elle sur la lutte des classes. Et c'est ce que Ruffin incarne. Il incarne l'ancienne extrême gauche populaire. Mélenchon, il avait pris le chemin, un nouveau chemin. Oui, c'est intéressant qu'il y ait ce combat. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le premier que vous avez cité, Gabriel Attal, numéro 1. Parce que hier, je l'ai vu sur BFM, et quand on lui a posé la question, alors vous êtes la majorité présidentielle, pourquoi vous parlez pas du président, etc. Il a répondu, il a botté en touche. Donc il est clair aujourd'hui qu'il a pris ses distances avec le président. Et il a pris son indépendance. Il a pris son indépendance. La campagne présidentielle a commencé quelque part. Oui, la campagne présidentielle a commencé. Oui. Bien sûr. Et on voit se dessiner d'ailleurs les uns et les autres les candidats de 2027. Bon, tout peut changer. Nous ne sommes qu'en 2024, mais c'est comme ça. Attendez, il y aura sûrement une dissolution d'ici là. Oui, il y aura une autre dissolution d'ici là. Avec une proportionnelle ou pas ? Il faudrait trouver une majorité pour ça. Oui. Mais enfin, c'est vrai que si on avait, alors, on nous parle de grandes coalitions qui iraient de LR jusqu'aux socialistes. S'il y avait eu une petite pincée de proportionnelle ou une grande pincée de proportionnelle à l'allemande, ça serait beaucoup plus facile de négocier le genre de grande coalition comme les Allemands en connaissent depuis un certain temps. Là, ça va être plus compliqué justement à cause du scrutin majoritaire à deux tours qui ne correspond plus à la situation politique de tripartition justement. Le scrutin majoritaire à deux tours, il était fait, De Gaulle l'avait pensé comme ça avec Debré pour créer justement la bipolarisation, pour obliger la gauche et la droite à se regrouper au deuxième tour. Et là, on voit bien qu'il y a le centre, il va pas disparaître. Le clan macronien, il fait toujours 22%, et il fait 22% parce qu'aujourd'hui ça tourne pas très très bien, mais il peut faire davantage dans l'avenir. Rien n'est perdu. Donc il faudrait trouver effectivement un mode de scrutin qui corresponde à l'offre, à la réalité politique du pays. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Stéphane Fournier. C'est vrai.
il y a un hiatus aujourd'hui entre les institutions et la réalité politique électorale. Toutefois, que changerait la proportionnelle ? Ça permettrait à des partis de moindre importance d'exister davantage. Par exemple, LR. Aujourd'hui, LR est complètement coincé par le système politique, alors qu'il y a un électorat LR qui est quand même relativement important. On a vu qu'avec Glucksmann, que les socialistes n'ont pas disparu de la carte, sous prétexte que Anne Hidalgo a fait un score absolument ridicule au présidentiel. Est-ce qu'on arrivera à dégager une majorité plus facilement ? Je suis pas bien sûr. Ce serait même. Alors justement, que peut faire le président de la République s'il n'y a pas de, comme ça semble se dessiner, s'il n'y a pas de majorité dimanche à l'Assemblée nationale? Que peut faire le président de la République? Décréter, ce que je disais, une trêve olympique et une trêve politique pendant l'été, du moins? Faudrait qu'elle soit respectée. Il peut la décréter, ça lui incombe. Ensuite, il faut qu'elle soit respectée par ses opposants et par les députés qui seront nouvellement élus. Vous pensez que les opposants sont capables de provoquer une crise grave pendant les Jeux Olympiques ou avant les Jeux Olympiques? Il n'y a pas que les opposants. J'ai des doutes. Il y a les gens aussi. Oui. Faut pas nier la frustration qui risque de découler quand même des urnes dimanche et dans la population. Quand vous avez 70% des gens qui vont voter à une législative anticipée, ce qui est un record depuis plus de 20 ans. C'est au moins un des mérites d'ailleurs de cette dissolution. Exactement. Que vous avez un parti qui arrive en tête, que vous avez un parti qui arrive en tête nettement devant les autres, qui fait 33% des voix, qui a gagné des élections 3 semaines avant, que ce parti-là, malgré toutes ces coordonnées politiques-là, ne gouverne pas. On commence à entendre un petit peu dans les débats médiatiques ce risque pour la paix civile. Effectivement, je pense qu'il y a un sujet de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Il a crevé un abcès avec la dissolution, mais il y en a un autre qui se rajoute, qui est celui de finalement, on vote. Oui, mais et à quoi ça sert? Oui, mais il faut que chacun se rende compte qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays, parce que vous dites 33%. Exactement. Mais il faut ajouter 30% d'abstention. 30% Donc ça représente 33%, ça représente 25% de l'opinion publique. C'est tout ce que disait Brice Couturier avec les 3 blocs. Oui. On a 3 espaces et il faut qu'il y en ait 2 qui se mettent d'accord. Vous voulez mon pronostic, Jean-Jacques Bourdin? Allez-y. Je vais vous dire. Ce qui va se passer dans un premier temps, c'est qu'il va y avoir une tentative de la part du président de créer cette fameuse grande coalition qui irait de LR jusqu'aux socialistes et aux Verts. Oui. Quand ils vont s'apercevoir que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le refus de laisser le Rassemblement national gouverner, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est on ne veut pas du RN au pouvoir. Ils n'ont pas grand-chose d'autre. Comment pourraient-ils gouverner? Il faut avoir quand même un minimum en commun pour pouvoir avoir un programme de gouvernement et gouverner. Ils n'en ont pas. Donc ils vont essayer. Il va y avoir une tentative de créer ce genre de bloc, de grande coalition, comme on dit. Et quand on va s'apercevoir que c'est impossible, on va passer à la solution italienne, c'est-à-dire au gouvernement de techniciens, comme on l'a connu avec Mario Draghi ou avec Mario Monti. Et c'est une bonne solution. Parce que dans le premier cas, dans le cas de Monti, c'est comme ça que les Italiens ont fait passer la réforme de la retraite, si coûteuse sur le plan politique, puisqu'elle est en train de coûter leur majorité finalement aux Macroniens aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a fait passer parce qu'elle était nécessaire et que quand des techniciens apolitiques sont au pouvoir, les gens leur font relativement confiance. Les partis politiques s'écrasent un petit peu, ils mettent en veilleuse leurs dissensions. Ça a d'autres inconvénients. Ça a un inconvénient majeur qui est de faire monter les extrêmes. Qui est que ceux qui ne vont pas au gouvernement et qui ça crée une opposition, il y aura plus qu'une seule opposition qui seront d'un côté probablement Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon. De texte quand il y a un gouvernement de techniciens. Si, parce que finalement, parce qu'il y a quand même un budget. À voter à la rentrée, à l'automne, qui est le point politique majeur de la rentrée. Enfin. Moi, je pense que ce sera le gouvernement de techniciens à terme, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, puisqu'il n'y a pas de majorité alternative. Avant une nouvelle dissolution. C'est très probable, puisque effectivement, même s'ils arrivaient à se mettre d'accord sur une grande coalition qui durerait 1 an, moi j'ai quand même du mal à imaginer les Républicains, Laurent Wauquiez voter toutes les semaines avec Marine Tondelier, si vous voulez. Les clivages existent, quoi. Les clivages, c'est pas faux. C'est une réalité dans ces clivages-là. Il y a des convictions, chacun défend ses convictions. Il y a des lignes politiques, il y a des gens qui sont pour le nucléaire, d'autres qui sont contre, ne serait-ce que ce sujet-là. Donc en fait, effectivement,
de fait, c'est un gouvernement provisoire. L'expression de Xavier Bertrand, d'ailleurs, est la bonne. Ce sera un gouvernement provisoire qui durera 1 an et très probablement, vous aurez une élection législative dans 1 an. Voilà, pour essayer de dégager une majorité claire. Voilà, 4e République qui se back. Voilà, et puis avec un président de la République qui pourrait être à ce moment-là en cohabitation. Bien, voilà. Nous verrons bien. Merci messieurs d'être venus nous voir. À vous. Macron, merci. Un président philosophe, Brice Couturier. Aucun de ces mots n'est le fruit du hasard. Vous m'avez pas répondu. Hein. Aucun de ces actes n'est le fruit du hasard. Écoutez, c'est un livre qui date de 2017 et il a besoin d'une remise à jour sérieuse. Merci beaucoup. Il est 9h56. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. Bien, dans un instant, nous allons retrouver Valérie Expert, Gilles Gansman, qui reçoivent Sylvie Tellier, ancienne présidente du comité Miss France. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.